suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour Raphaël. Merci Fabien d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie. Tu es un fidèle du podcast, tu m'as dit, donc c'est super sympa d'avoir quelqu'un qui connaît bien le podcast, qui a écouté pas mal d'épisodes. On va peut-être pouvoir faire des liens avec d'autres épisodes intéressants, n'hésite pas. Donc Fabien Pacori, tu es donc Global CEO d'une agence, l'agence qui s'appelle Creativa. Tu as plein de casquettes différentes, donc tu es en Chine depuis pas loin de 20 ans, si je me trompe pas. Tu as fait aussi beaucoup d'import-export et tu en fais toujours avec notamment Sunton Wanli. Et on va parler de l'industrie du jouet, et de son importance en Chine, le rôle que cette industrie a pu jouer. On va parler aussi de la manière dont tu aides des marques étrangères et françaises à rentrer sur le marché chinois. Comment tu leur permets aussi de faire du contenu, notamment pour les WeChat mini-programmes. Et on va parler aussi, si on a le temps de tout couvrir, de ton activité de restaurateur, 6 restaurants en Chine dans différents endroits, dont des restaurants impressionnants. Tu m'as parlé de 1500 places assises, notamment dans un de tes restaurants. Donc voilà, beaucoup de choses. Mais pour commencer, Fabien, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît. D'accord, merci. Oui, j'aime beaucoup, moi, ce podcast Asie Sésame. J'écoute toujours les différents podcasts, je les trouve très sympas. Alors, je suis en Chine depuis ça va bientôt faire 18 ans, exactement. Donc, j'ai différentes activités, comme tu viens de le dire. Donc, aussi bien dans l'import-export, aussi bien dans donc l'accompagnement de marques en Chine pour les aider sur l'e-commerce chinois avec du digital, beaucoup de contenu, etc. Et puis une activité où j'ai les restaurants, et puis une activité production ici, donc sourcing, production de jeux principalement, de jeux et de goodies, etc. Donc aussi bien, là j'ai une activité qui est sur du 0 à 3 ans, donc des jouets pour nourrissons, et puis une activité qui est aussi sur du sourcing plutôt de goodies, etc. Donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de changements désormais avec les bioplastiques, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est une vie assez excitante ici en Chine, en effet, depuis bientôt 18 ans. Parce que ce que tu m'expliquais justement, c'est que l'industrie du jouet, pour les tout petits enfants, il y a des normes hyper strictes. Et donc, c'est une industrie qui a dû pousser la Chine à monter en gamme, j'imagine, en termes de normes, en termes de sécurité, etc. C'est ça ? Oui, alors exactement. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Chine, c'est le principal endroit au monde et et le plus safe des endroits pour faire du jouet pour enfants. Il y a énormément de normes, c'est bien normal. Rentrer du jouet pour enfants, donc les normes EN71, 1, 2, 3, là, les normes pour nourrissons, pour faire rentrer des jouets en Europe, c'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de standards, il y a énormément de testing, beaucoup de laboratory testing, etc. Et contre les perturbateurs endocriniens, contre les phtalates, il y a beaucoup de choses sur les vecteurs de force pour pas que quelque chose qui casse et que l'enfant puisse s'étouffer avec, etc. Donc, il y a énormément et les Chinois ont développé aujourd'hui des laboratoires complètement incroyables. Donc, on ne peut plus vraiment faire du jouet comme on le faisait autrefois au Vietnam, en Indonésie, etc., dans le sud-est asiatique. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire du jouet, il faut des laboratoires complètement incroyables, de dernière technologie. Et seule la Chine possède maintenant ces laboratoires-là. Mais c'est un environnement qui est assez génial parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je disais aux gens que je faisais du jouet en Chine. C'était presque, oh là là, du jouet en Chine, c'était presque vulgaire, c'était presque pas propre, c'était presque douteux. Alors qu'en fait, l'industrie du jouet en Chine, elle est à la base de plein de choses. Aujourd'hui, si on fait des Airbus en Chine, si on fait des Mercedes-Benz en Chine, si on fait des iPhones en Chine, tout ça, ça a commencé avec le jouet parce que le jouet, il y avait justement énormément de normes. Il fallait que ce soit safe, il ne fallait pas que ça prenne feu dans la chambre de l'enfant. Et puis, tous les ans, ça évoluait en termes de techno, avec du LED, avec les batteries removable, interchangeables, etc. Donc, avec plein d'améliorations techniques, année après année, saison après saison. Il faut faire évoluer les injections plastiques, faire évoluer
toutes les process de fabrication, etc., pour arriver à des jouets assez splendides, même en termes de finition, d'innovation, etc. Et donc, il y avait ici, principalement en Chine du Sud, là où je me trouve, donc dans la région de Canton, donc on est à 45 minutes de train de Hong Kong, dans l'environnement Shenzhen, on est aussi à 40 minutes de train de Shenzhen. Donc dans l'environnement Shenzhen, là, Dongguan, Guangzhou, donc ces trois villes du sud, il y a une myriade, une constellation d'ateliers et d'usines qui ont grandi avec le jouet pour s'améliorer en termes de procédures de fabrication, etc., pour arriver au meilleur niveau possible de fabrication. Donc c'est très excellent parce qu'il y a énormément de choses possibles ici, de différentes usines sur lesquelles on faisait différents types d'assemblages pour faire évoluer les jouets, pour les faire grandir. Et du coup, voilà, du coup c'est fascinant, quoi. Oui, tout à fait. Et on va revenir sur le sujet aussi. Là, tu cites quelques endroits de la Greater Bay Area. Alors, je sais pas comment on dit en français, en tout cas de cette nouvelle. La Grande Baie, oui, absolument. La Grande Baie, exactement, de cette région qui va de Hong Kong, Shenzhen, jusqu'à Canton, qui englobe toute la région. On va parler aussi de la zone économique spéciale de Hainan, qui t'intéresse spécialement. Mais pour commencer, on va revenir un peu au début de ton parcours. Pourquoi la Chine? Comment est-ce que tu as découvert la Chine? Qu'est-ce qui t'a amené en Chine? Alors, alors moi j'ai fait une école, j'ai fait l'EFAP, j'ai fait l'école française des attachés de presse à Lyon, et on avait monté une boîte avec des copains de promo à Lyon dans un appartement qui s'appelle Yellow Cake. C'est une boîte qui existe toujours, donc Yellow Cake comme l'uranium enrichi. C'est une web agency qui faisait des sites web, et cette boîte existe toujours. Elle appartient maintenant au Télégramme de Brest en Bretagne. Et on faisait des sites web, etc. Et je me rappelle justement à cette époque, en 98 ou 99, il y avait un président chinois qui était venu à Lyon. Et on commençait à parler de la Chine, ça commençait à être intéressant. Et puis j'étais tombé sur un copain qui m'avait filé un article dans le Courrier international sur la région du PRD, donc le Pearl River Delta, le delta de la rivière des Perles. Donc justement tout le sud de la Chine, là, un peu cette grande baie, le Greater Bay Area, et où l'article était assez fascinant, il me faisait rêver, où ils expliquaient que c'était une zone complètement incroyable, inédite, et un petit peu comme Kobe, Yokohama, Osaka, là, c'était une sorte d'énormes villes, de mégalopoles, etc. ensemble. Alors, ça me faisait rêver. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette zone incroyable en Chine du Sud là, dès l'époque, alors qu'on parlait quand même pas mal de Shanghai et de Pékin à l'époque. Mais toi, tout de suite, le Sud t'a intéressé, quoi. Ouais, le Sud m'a intéressé. Alors, moi, j'adorais me balader quand j'étais petit à Paris, dans le 13e et tout. J'adorais la Chine. La Chine me fascinait déjà. J'avais des yeux un petit peu. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce pays incroyable, dans lequel pas grand monde avait été. Et puis, ça a commencé quand j'étais au lycée, parce que quand j'étais au lycée, en seconde exactement, j'ai une copine une copine bretonne qui revenait de Chine. C'est une des premières personnes que je rencontrais dans ma vie qui avait vécu en Chine. Une Française son père avait été fabriqué la première usine Citroën, l'usine AX à Wuhan, justement dans la province du Roubaix. Et elle était assise à côté de moi. Qui est devenue bien connue. Qui est devenue bien connue, exactement, qui est devenue très connue. Et elle est arrivée en seconde, elle s'est assise dans la classe à côté de moi, et on a commencé je lui ai dit, mais d'où tu viens, etc. Elle me dit, là, je viens de passer 3 ans en Chine et tout. Et moi, j'étais complètement subjugué. Je lui ai dit, c'est pas possible, raconte-moi la Chine, quoi. Et ça a commencé un peu comme ça. J'ai été très vite passionné par la Chine, je crois. Petit à petit aussi, ça a grandi. Et puis donc, on a créé cette boîte. Donc à Lyon. Ensuite, la boîte, on l'a déplacée sur Paris, toujours pour faire des sites web et du site web et un peu d'événementiel avec cette boîte, parce que on avait des clients on a fait des sites web vachement sympas pour Vivendi Corporate à l'époque. Donc il y avait Vis-à-vis, il y avait on a fait le site web du Vendée Globe, on a fait des sites web de pas mal d'événements pour une boîte à l'époque qui s'appelait Capital Events. Je ne sais même pas si ça existe encore. Donc, pur entrepreneur, toi, t'es sorti de l'école, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat quelque part. Ah oui, complètement. Ah oui, non, j'avais vraiment envie de. Alors, j'avais fait des stages assez super. J'avais fait un stage à Disneyland Paris où j'étais un des webmasters de disneylandparis.com. C'était sympa. J'avais fait un stage au Festival de Cannes aussi. J'avais les yeux qui brillent. Qui brillaient. C'était génial. Et puis, j'ai tout de suite eu envie de faire des affaires. Je trouvais ça génial. C'était l'époque où on a connu le début d'Internet, vraiment. Donc, j'ai été diplômé en 99, mais voilà, mes années d'études, 96 à 99, c'était vraiment le début d'Internet. Donc, c'était plein de possibles, quoi, plein d'opportunités, ça faisait rêver, quoi. Donc, le nez creux pour aller sur les bons filons, quoi. Internet, la Chine qui décolle, tu as su surfer un peu sur ces vagues quelque part. Voilà, exactement. Et puis
Et puis à Paris, je me suis associé avec un copain japonais on a monté une boîte ensemble, Taizuke Inoue, et un mec super. Et je m'installe même chez lui. On crée une nouvelle boîte qui s'appelle Brain Source Media, qui fait aussi du contenu et des sites web. Et donc là, on est en 2002-2003. Et en fait, je rencontre des copains chinois, différentes personnes chinoises, etc. Il y en avait un qui voulait faire un documentaire sur la Chine, je trouvais ça assez génial. Il y en avait avec moi, mais il y en avait un autre qui voulait faire de l'import-export, etc. Et puis les copains chinois, et même mon ami japonais me disait, mais c'est vrai que l'Asie, ça pourrait être très bien pour toi. Moi, je connaissais pas l'Asie. Ça pourrait être très bien pour toi parce que moi, je suis un peu hyperactif, je suis un peu et j'aime bien aller vite, j'aime bien faire plein de choses en même temps, etc. Et mes copains asiatiques me disaient, mais la Chine, ça pourrait vraiment, enfin la Chine ou l'Asie, ça pourrait vraiment être fait pour toi parce qu'ils sont à 100 à l'heure, ils sont très rapides, ils aiment faire plein de choses, donc ça pourrait être une bonne idée. Et en 2004, début 2004, il y a mes copains, alors il y avait eu le SARS et et il y a une bande de Chinois qui me dit, écoute, on va aller en PRD, donc dans le Pearl River Delta, dans le delta de la rivière des Perles, on va faire une visite en Chine de quasiment 2 semaines. On va aller se balader, rencontrer des chefs de village, rencontrer des maires de petites villes, donc dans la province du Guangdong, on va aller se balader. Et puis si tu veux, ça t'intéresse, tu viens avec nous. Et c'était la réouverture après la pandémie. C'était un peu les premiers vols. La pandémie s'est arrivée, c'était fini un peu en septembre-octobre 2003, et c'était un peu les premiers. L'avion était vide d'ailleurs, etc. Et c'était pas du tourisme, c'était à la recherche d'opportunités, quoi. Avec des Chinois, c'est ça? Voilà, avec des Chinois. D'accord, donc intéressant, quoi, comme manière de commencer, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai été me balader avec des Chinois pendant 2 semaines, rencontrer les autorités qui étaient contentes d'ailleurs de nous voir, qui étaient à l'écoute. Et puis, surtout, je vois pas mal de Chinois qui me disent qu'il y a plein de choses possibles. Et puis, je me rends compte qu'il y a aussi énormément d'ateliers, d'usines, etc., dans lesquels on peut faire plein de choses. En France, à l'époque, aller voir une usine, faire un sweatshirt ou je sais pas quoi, faire un sac, tout est compliqué un peu. Et alors que finalement, ici, ça s'avérait être possible très rapidement. Et puis, alors la chance, c'est que ce périple se finit sur je vais visiter une ville qui s'appelle Chongqing, qui est à 2 heures de route de Canton à l'époque, de Guangzhou, et qui est une ville magnifique. Alors ça s'écrit Zhao-Qing, Chongqing. Alors c'est une des plus belles villes de Chine selon moi, qui est donc une ville magnifique, un petit peu comme Annecy avec des lacs, des montagnes, etc. Et qui est une sorte de havre de paix magnifique, donc tropical en plein milieu, donc qui est traversé d'ailleurs, qui est coupé en deux par le tropique du Cancer, et qui est à 2 heures de route de Canton. Donc en fait, tout autour, à 1 heure ou 2 heures de route, il y a des usines de partout, mais ça, c'est une ville magnifique, complètement incroyable. Et puis c'est une ville merveilleuse. Et puis c'est une ville qui a une histoire forte. C'était là où le Matteo Ricci, le premier des Portugais italiens, était venu s'installer pour faire les premières cartes du monde. C'était un point de passage des premiers étrangers qui avaient créé les premières églises en Chine, qui étaient venus faire les aventuriers, les premiers aventuriers, et pour rentrer en Chine. Et je trouvais l'endroit vraiment merveilleux. Et puis, c'est une ville qui a une très forte histoire. Qingxi Huangdi avait déjà une commanderie là, à cette époque-là. L'empereur jaune. Ah, exactement, il y avait déjà donc une commanderie à lui qui était là. Donc, et puis en fait, il y a 7 lacs au milieu de cette ville, et donc un petit peu comme à Annecy, un petit peu comme à Évian. Donc, il y a 7 lacs. Et ces 7 lacs, en fait, ils sont la forme d'une constellation complètement incroyable. Donc ça s'appelle Xinjiang. C'est un peu. Alors c'est une ville assez astrale, vous voyez. C'est une ville qui a plein de contes et légendes, etc. C'est une ville assez mystérieuse, Et puis c'est surtout une ville magnifique en termes de. Alors à 10 minutes de route, 15 minutes de route, il y a ce qu'on appelle la montagne de Dingu. Alors c'est une biosphère. Alors ça a été Dingu Mountain, ça s'appelle la montagne de Dingu, ça s'écrit D-I-N-G-H-U. Donc c'est magnifique, c'est des montagnes, etc. Et ça a été une naturelle, c'est une national réserve naturelle, une réserve naturelle nationale, depuis 1900, je ne sais plus combien, 1950, depuis les années 50, depuis les débuts de la création de la Révolution, depuis la création de la République populaire de Chine, dès 49. Et en même temps, elle devient, dans les années 70, je crois que c'est en 78. En parallèle, je conseille aux auditeurs d'aller regarder sur Google Images. Je mettrai aussi dans le groupe WhatsApp que j'ai créé récemment quelques images. Mais pour illustrer ton propos, je pense que c'est assez parlant de voir des images de Zhaoqing que je connaissais pas moi-même, avec des espèces de temples et surplombés par des montagnes assez impressionnantes et un lac en bas. Ça a l'air magnifique, comme ville.
Ouais, c'est magnifique, c'est des paysages qu'on n'est pas habitué à voir. C'est un petit peu comme Yangshuo à Guilin, etc., avec ses montagnes en pain de sucre. Mais c'est complètement un peu Lord of the Rings, ouais, c'est complètement Seigneur des Anneaux, quoi. Et c'est assez génial. Et puis, donc voilà, à 15 minutes, il y a cette réserve naturelle qui a été en 78, je crois, ou 79, je ne sais plus, qui a été nommée par réserve naturelle biosphère, la biosphère des Nations Unies et de l'UNESCO. Donc c'est la première biosphère en Asie. Donc c'est magnifique, quoi. C'est complètement incroyable. Et puis il y a des temples, des vieux temples cachés à l'intérieur de ces montagnes et tout, donc c'est très grand. Et donc en plus, c'était vraiment magnifique. Donc j'ai la chance de passer par cette ville et d'être invité par le maire, etc., à discuter de la France, de ce qu'on peut faire et tout. Et puis je rencontre un entrepreneur aussi chinois là-bas lors de mon passage, qui parle un petit peu anglais et qui me dit, mais si tu veux venir, moi j'ai une boîte d'import-export. Et si tu veux venir travailler ici, la porte sera ouverte. Parce qu'on avait une discussion. Moi, j'avais envie de comprendre comment les T'étais Chinois tout faisaient de jeune, toi, à l'import-export. l'époque. Tu Ouais, j'avais t'arrivais, 27 ans, 28 ans, et tu 27 ans. rentrais dans Seoul, on disait à la France, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu représentais la France quelque part. Tu avais la tchatch déjà pour comment est-ce que tu gérais ce genre de situation, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ils étaient très curieux. Ils avaient envie de faire des choses avec des Français, voir si on avait des idées. Eux, ils avaient été. C'était vraiment le début aussi de l'Internet chinois. Ils avaient compris qu'il y avait plein de trucs à faire. Et puis, moi aussi. Et puis, moi, j'avais envie de comprendre un peu comment ils faisaient de l'import-export. Parce qu'en allant passer ces 2 premières semaines là-bas, je comprends aussi qu'ils ont une manière très particulière de faire de l'import-export, de faire du business, avec différentes logiques, etc. Et je me dis, c'est pas possible. Il faut absolument que je comprenne comment ils font ça. Ça a l'air incroyable. Et puis, lui, il me dit que la porte sera ouverte. Il a une boîte de trading qui fonctionne très bien, qui fait de l'import-export de différentes choses. Et puis, en fait, voilà. Puis, je suis rentré en France. J'ai été voir mes parents. Je leur ai dit que j'allais sûrement partir vivre en Chine. J'avais déjà pris ma décision Première très fois en rapidement. Chine, tu t'es décidé, quoi. Ok. Ouais, je me suis décidé. Puis 2 mois après, j'étais dans l'avion pour revenir en Chine avec un sac à dos, une paire de baskets, 2, 3 bouquins. Et puis voilà quoi. Je Et suis arrivé en tu t'es Chine. installé où? Donc, directement dans le sud de la Chine, à Mais Canton? directement à Chongqing, j'ai fait un petit Ah, tour tu t'es d'une installé là-bas, semaine. quoi. D'accord. Ok. Ouais, Dans la vraie Chine en plus, quoi. Donc, ouais, exactement. J'ai fait une semaine ou deux à Shenzhen. Et puis après, j'ai directement été à Chongqing, dans cette ville, dans laquelle j'ai passé un an à commencer à apprendre le chinois et puis à apprendre les techniques d'import-export, de sourcing, etc. avec les Chinois. Et puis c'est une ville à taille humaine, j'allais dire. C'est une c'est ville original comme approche, quoi. Là, tu es vraiment en immersion dans une ville de petite ou taille moyenne, quoi. À l'époque, c'est ça. il devait y avoir très peu d'étrangers. Il fallait vraiment parler chinois pour survivre, j'imagine. Ouais, c'est assez Et unique puis comme avec expérience. une ville avec des vraies traditions cantonaises, donc une vraie ville, j'allais dire, à taille humaine, mais avec beaucoup, beaucoup de traditions, beaucoup d'us et coutumes, beaucoup, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à apprendre. Donc j'avais des dîners assez souvent pour le boulot, et des déjeuners, des dîners, etc. Et avec les usines, avec les différentes boîtes avec lesquelles on bossait, et je commence à comprendre qu'il y a plein de choses à comprendre, quoi. Je comprends, j'ai envie d'avoir Tu envie commences de. à comprendre que tu n'avais pas tout compris, quoi. Voilà, C'est exactement. le début du processus. C'est le début, voilà, exactement. Et on se dit, oh là là, dans quoi et en fait, en même temps, je commence à me rendre compte que il y a très longtemps, voilà, cette ville était un sorte de comptoir marchand. Donc, on l'a compris, hein, pour les Matteo Ricci et compagnie, donc pour les Portugais et certains Français et certains Italiens de passage ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait, et en fait, il y a à Canton, donc à 2 heures de route, il y avait à Canton, c'est l'origine du trade mondial, c'est l'origine du commerce mondial. C'est une ville qui est assez peu connue des Français, alors qu'on a eu pendant très longtemps ici, nous, une concession. Il y a une concession au cœur de Canton qui est magnifique, qui est la concession franco-britannique de Chamienne, et qui est une petite ville, une petite île magnifique, avec des buildings incroyables, C'est une euh, mini-île dans la ville, quoi, c'est ça? mini-île dans la ville, un petit peu comme l'île de la Cité, vous voyez, magnifique avec des bâtiments sublimes. Et c'est là où dès 1700 quelque chose, 1750, c'est le début du commerce mondial avec les différentes compagnies des Indes orientales, les Suédois, les Hollandais, les Anglais, les Français, etc., font du trade, un petit peu de tout, de porcelaine,
donc il y a plein de choses, hein, d'épices, de thé, etc., de matières premières. Et c'est le début des premières banques internationales, donc des banques japonaises, des banques américaines, des banques anglaises qui viennent s'installer là. Nous, on a même on a même une poste française sur l'île, etc. Donc c'est vraiment merveilleux, c'est un endroit. Ça s'écrit, ceux qui veulent aller sur Google Images, ça s'écrit Shamian. Shamian, c'est bien ça. Et c'est et j'ai la chance de et en fait c'était Hong Kong avant l'heure, c'était Hong Kong avant l'heure et donc c'était vraiment le début du commerce mondial et de la globalisation des échanges, etc. Et il y a tout autour de Guangzhou du coup un environnement comme ça qui dès les années 1700 prend forme, un environnement d'usines, d'ateliers, de factories, de différentes choses. À l'époque, il y a le gouvernement chinois met en place un système un peu particulier. Les mandarins mettent en place un système des 13 marchands. Ça s'appelle les 13 marchands, les Shousanrang. Et les Shousanrang, c'est les seuls 13 marchands, 13 familles, dont il y a Monsieur Wu, un certain Wu, qui est un des hommes. Si on regarde en valeur même actuelle, aujourd'hui, il serait toujours l'homme le plus riche du monde. Donc, il fait le commerce des perles, du thé, des céramiques, du china, des porcelaines, etc., etc. Et il est un peu celui qui contrôle les 13 marchands. Et ils font ils font du commerce, quoi. C'est complètement incroyable. Et ça part à Londres, ça part partout, vous voyez. Et là, j'ai la chance de rencontrer un Français avec qui je suis toujours. On écrit un livre en ce moment sur Shamian, justement. Je rencontre un Français qui s'appelle Patrick Nicolas, qui est déjà en Chine depuis 10 ans, qui est assez génial à l'époque et qui a réussi à avoir à faire des bureaux sur l'île, à Shamian, sur cette concession. Et lui, il est dans l'import-export de goodies, de sourcing, etc. à l'époque. Et on se rend compte, ça matche bien. Et il est passionné aussi par Shamian, etc., par les comptoirs marchands, etc. Donc ça matche vraiment très bien entre nous. Et on s'associe. Et lui, il m'apprend un petit peu le monde du goodies, le monde des gifts, du cadeau d'affaires, de toutes ces petites choses qui viennent de Chine, qui sont faites ici. Logoter, des stylos, des sacs. Ah oui, ça va du t-shirt Carlsberg au Bob Crédit Lyonnais jaune pour le Tour de France cyclisme, etc. Tous les petits goodies. Mais petit à petit, il y a une montée en gamme là-dessus. Il y a de plus en plus de produits un peu sophistiqués, avec des petits sacs, des petites choses, etc. C'est très sympa. Et on bosse du coup très vite pour pas mal de grands comptes, de grandes marques, Coca-Cola, machin, etc. Et puis on s'associe, ça se passe très bien. Et donc ça, c'est septembre 2005, vous voyez. Et moi, je suis déjà sur Alibaba. Je suis un des premiers Français. Je me rappelle à l'époque, Michel, la directrice d'Alibaba Chine Sud, disait que j'étais le premier étranger à être connecté sur Alibaba, à avoir un compte. Donc j'ai un peu grandi moi avec Alibaba. Je suis un des premiers étrangers à faire de l'import-export sur Alibaba, où j'achète des produits sur Alibaba, un petit peu comme Amazon aujourd'hui. Donc je fais transformer. En Chine et tu utilisais Alibaba pour sourcer certains produits, c'est ça? Exactement, pour sourcer et pour vendre. Et pour vendre, les deux, d'accord, voilà. ok. Exactement, donc parce qu'il y avait des boîtes chinoises de trading, des boîtes chinoises d'import-export, des exportateurs, donc différents négociants comme ça, avec qui on était en touche pour. Donc c'était génial, moi j'étais très excité par Alibaba. Il n'y avait pas encore Tmall, mais c'était les débuts de Taobao. Donc c'est les débuts d'une histoire assez. C'est le tout début d'Alibaba qui était vraiment une plateforme internet de sourcing en fait, quoi. Maintenant, ça devient des entreprises qui ont 10 000 activités différentes, mais c'est ça leur cœur de métier initialement quand même. Exactement. Et puis on fait une boîte aussi qui s'appelle DV8 Agency, qui fait au même temps des sites web. On continue à faire des sites web parce qu'on comprend très vite qu'il faut que ça aille de pair, il faut que ça aille ensemble, il faut qu'il y ait le sourcing usine plus production ici en Chine doit se faire aussi avec un élément digital puisqu'on passe aussi par Alibaba, etc. Donc il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait du digital, il faut qu'il y ait plein de choses comme ça. Et puis et donc tu commençais à faire des sites web parce qu'il y avait une logique d'offrir des sites web à tes clients qui sourçaient en Chine. Enfin, quelle est la logique derrière? Non, c'est qu'il y a une logique. Il y a une logique, c'est que on voit très bien que ce qui se passe dans les usines à l'époque, donc faire de la production, faire du sourcing, etc. On voit que c'est très intimement lié aussi au digital parce qu'il s'agit d'être online
sur Alibaba, etc. Et il faut pouvoir montrer ses produits aux traders, aux boîtes de négoce, aux importateurs, aux exportateurs. C'est le début à l'époque, juste avant que j'arrive, moi, les mecs envoient des cotations, des devis par fax. Ouais. Et du coup, là, c'est le début où on sait qu'on peut commencer à montrer de jolis PowerPoint, de jolis produits avec des explicatifs. Et on sait qu'il va falloir commencer à pouvoir échanger pour faire évoluer tous ces jouets, faire évoluer tous ces produits. On va avoir besoin du digital de plus en plus pour en même temps commencer à créer une histoire, hein. Un petit peu de storytelling autour de ces produits. Nous, c'était les débuts du produit, le début des produits MP3, les débuts des lecteurs MP4, c'était le début des Sudoku. Donc, il y avait plein de nouveaux jeux qu'il fallait aussi un petit peu expliquer. Donc, il y avait des choses à montrer. Il fallait que ce soit un peu, qu'il y ait une ergonomie un peu sympa, qu'il y ait un peu d'innovation, que ce soit des produits cool, quoi, des produits un petit peu innovants aussi. Et donc, c'était important d'avoir du digital aussi. Ça allait ensemble, vous voyez. Et puis, même pour contacter les usines, pour que les usines comprennent facilement ce qu'on veut faire, il fallait pouvoir montrer qu'on était. Et les Chinois, très vite. Quoi. Okay. Voilà, et puis en fait, très vite, les Chinois, eux, exportent leurs produits dans le monde entier. Ça part pour les États-Unis, pour Walmart, pour l'Europe, ça part pour le monde entier. Et du coup, aussi, avoir ces produits online, ça permettait aussi de profiter de certains réseaux d'usines chinoises pour pouvoir donc un petit peu les suivre à la trace ou leur coller, attraper les wagons, si vous voulez, pour pouvoir vendre avec eux là où ils étaient. Donc, il y avait un appel d'air, une sorte d'appel d'air où il fallait être un petit peu derrière, comme en Formule 1, j'allais dire, pour pouvoir les suivre, pour pouvoir vendre avec eux, etc. Donc, profiter. Moi, j'ai plein de copains qui faisaient faire des produits ici, qui voulaient essayer après, qui essayaient de vendre en Europe leurs produits en France ou ailleurs. Mais ils étaient un petit peu, parfois pas tous très malins, parce que leur principal client, ça pouvait être l'usine même, parce que l'usine, elle avait déjà plein de clients. L'usine, elle avait déjà un showroom, elle vendait déjà aux États-Unis dans plein de magasins, etc. Donc en fait, l'usine pouvait non seulement être la personne où on allait produire des produits, mais elle pouvait surtout aussi être le début de notre supply chain, notre début ça pouvait être nos premiers clients en quelque sorte. C'est elle qui allait nous présenter. Elle connaissait les acheteurs de chez Walmart, les acheteurs des différents retailers. Vous voyez. Donc, ouais, mais c'est pas évident quand même, parce que ça semble logique, mais quand tu vas avoir une usine chinoise, elle va pas t'ouvrir directement tous ses clients. Et elle va même peut-être essayer de te squeezer, peut-être de vendre à ses clients, mais sans de copier ton produit et de le vendre. Donc, comment arriver à construire une relation avec les usines et faire vraiment un business sur cette base-là, quoi. Ah bah, de toute façon, oui. C'est pour ça que le digital est important pour montrer aussi qu'on a des produits évolutifs et qu'on a intérêt à travailler ensemble, montrer qu'on travaille de pair, que des bonnes idées, on en aura d'autres et qu'on on saura faire évoluer le produit. Donc, mais dans tous les cas, oui, la confiance en Chine, c'est très important. Il s'agit de se faire confiance et de trouver des points d'accroche, d'aller les voir, les revoir, les voir encore. Moi, à un moment donné, j'avais un scooter, j'avais 4-5 usines, j'allais les voir tous les jours, quoi. Je passais dans l'usine 3 fois par jour. Du relationnel, quoi, humain. Voilà. Parce que c'est clé de construire la confiance, comme tu le dis en Chine, c'est clé, mais c'est pas facile. Donc toi, ta recette, c'était un peu ça, quoi, d'avoir un contact physique fréquent, quoi. Oui, et puis pour permettre de rencontrer le patron de l'usine le plus souvent possible, qui nous voit aussi ici comme un jeune petit étranger qui veut se battre et réussir. Donc en fait, vraiment réussir à gagner sa confiance, et puis aussi parce que c'est très nécessaire, parce que dans l'usine, c'est en permanente évolution, il y a des changements permanents d'innovation, de produits, de testing, d'amélioration. Donc, il faut suivre sans arrêt, regarder ce qui se fait, parce que les Chinois passent leur temps à plugger, dépluguer, à monter, démonter, à tester, etc. Et en fait, il faut suivre le fil, il faut bien regarder ce qui se fait. Parce que justement, une innovation, tout de suite, on peut mettre le doigt ou trouver une nouvelle idée en les regardant monter, démonter les produits. Donc, il s'agit aussi d'être tout le temps sur la brèche, d'être tout le temps sur le qui-vive pour regarder ce qui se fait. Et puis, en train de se dire, ah, mais là, ils ont réussi à faire un truc qui est génial, mais je pourrais peut-être le modifier dans telle usine là-bas et assembler avec telle autre usine pour en faire un autre produit ou un autre objet, etc. Donc, tu as un exemple concret qui te vient à l'esprit d'innovation comme ça que tu as pu spotter dans l'usine ou d'idées qui ont éclos Ouais, on avait créé un Tokipod. Un Tokipod, c'était un sorte de micro. C'était un des premiers micros qu'on pouvait utiliser un peu sur Skype, qui était un peu comme un téléphone, mais qui était une sorte de téléphone
voice IP, quoi, si vous voulez, un téléphone pour faire du Skype, quoi. Et on a, comme ça, en utilisant 2-3 usines, pris des éléments d'une super usine qu'on avait trouvé, en allant chez une autre pour les modifier, parce que eux, ils étaient très forts en injection plastique, pour modifier le produit, pour en faire un produit vraiment design et super élégant, et aller encore chez une autre usine pour vraiment améliorer tout ce qui était un peu connectique, etc., où ils avaient d'autres types de pièces qui venaient se plugger là-dessus, qui étaient génial. Donc, et puis, en fait, passer par cette troisième usine, c'était aussi, vu qu'on avait compris qu'ils avaient de très, très bons clients, c'était peut-être la chance dans le showroom de croiser un de leurs acheteurs, un de leurs gros acheteurs pour une grosse marque américaine, ou un gros retailer, etc., pour lui dire, tiens, regarde, j'ai fait ce produit, il est très sympa aussi, on pourrait te le donner à tel prix, etc. Oui. Donc, bon, c'était sportif, quoi. De toute façon, il y avait, mais c'était assez génial parce que, et ça l'est toujours. C'est que ici, voilà, il y a plein de choses possibles, mais voilà, ça bouge tout le temps, c'est en permanente évolution, donc faut tout le temps bien regarder ce qui se passe, etc. Donc, faut être curieux, quoi. Faut vraiment avoir envie. Et puis, ce qui est intéressant, ce que je réalise qu'on ne réalise pas, c'est que nous, quand on connaît mal la Chine, qu'on ne connaît pas la Chine, c'est qu'il y a énormément de choses à comprendre. Et puis, mais il y a énormément d'usines, énormément de types d'usines. Tout est fait ici. C'est l'usine du monde. Donc, si on veut faire des vélos, il y a, je sais pas, 90 usines de vélos. Et qu'ont telle et telle fonction. Il y a les vélos comme ci, les vélos comme ça. Si on veut faire des jouets comme ça. Donc, il y a un écosystème incroyable d'ateliers et d'usines avec lesquels on peut faire plein de choses et modifier des choses et les améliorer, etc. Donc, avec des usines plus spécifiques que d'autres. Et tu l'as vu monter en gamme, cet écosystème, ou est-ce que tu vois même le bas de gamme un peu partir ailleurs en Chine ou au Vietnam? Ça, tu t'en es témoin? Oui, alors il y a en effet, pour des raisons aussi de prix du mètre carré des usines, il y a des usines qui sont parties s'installer dans des provinces isolées, qui sont parties à la campagne. Mais on a vu avec donc voilà qui cherchait de la main d'œuvre moins chère aussi. Oui, on a vraiment vu une montée en gamme complètement incroyable sur les 15 dernières années. C'est fulgurant, quoi. La Chine est passée de maintenant on a des usines, c'est la NASA, quoi. On peut manger par terre. C'est complètement c'est magnifique. Donc oui, ils ont fait un travail. Alors que ça partait de loin, quoi. Il y a quelques années, on voyait des usines quand même. C'était un peu le tiers-monde, quoi, pour dire les choses. Mais j'allais dire que la province du Guangdong, là, le sud, donc le delta de la rivière des Perles, où très vite, quand même, à cause des audits sociaux, de tout ce qui est social audit, toutes les inspections, les qualités contrôles, les normes, etc., les mises à jour de standards et tout, ils ont été obligés très très vite, si vous voulez continuer à garder des parts de marché, de production, à l'export, etc., ils sont obligés de se mettre à jour, quoi. Ils sont obligés non, ça a été très vite et en même temps, ils ont eu très vite aussi beaucoup d'idées. C'est-à-dire que il y avait pas mal, ils arrivaient à avoir, ils sont très forts les Chinois parce que il y avait leur réseau des rois Charles, ce qu'on appelle les Chinois overseas, les Chinois d'outre-mer. La diaspora chinoise. Ouais. Oui, qui est un peu partout. Donc, et puis surtout la cantonaise, j'allais dire, parce qu'il y a différents rois Charles. Il y a ceux qui viennent du Guangdong, donc les cantonais principalement. Donc il y a deux, trois diasporas cantonaises. On a beaucoup de Chaozhou, en l'occurrence en France. Ouais. Oui, alors ça, c'est les premiers un peu arrivés, les Chaozhou en France dans les années 60-70, dans le 13e principalement. Et donc, ils sont aussi à New York, ils sont à Los Angeles, ils sont à Sydney, ils sont à Bangkok, ils sont à Singapour. On parlait avec Jackie Chang récemment sur le podcast de la communauté de Wenzhou. C'est Wenzhou et Chaozhou, je pense que c'est les deux principales en Chine. Donc, absolument, exactement. Mais Wenzhou qui est plus près de Shanghai, voilà, qui n'est pas, pas dans la région de Canton. Et donc, ils ont profité aussi d'un réseau assez génial de plein de Chinois, donc de leurs cousins, des cousines, des copains, un peu partout à l'étranger pour faire remonter de l'information, j'allais dire, pour leur dire, regardez, ça c'est ce produit, j'ai vu ce produit à Los Angeles, il est vachement génial, faut essayer de faire un peu pareil. Donc ils ont toujours en permanence essayé de monter en gamme, d'avoir des meilleurs produits, des nouveaux produits, des choses top, j'allais dire, pour être compétitif, pour pouvoir vendre, etc. C'est un commerçant redoutable et il s'agit d'être à la pointe, de suivre les tendances, d'avoir des produits très 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 pertinents. Et donc ils ont jamais arrêté Non, ça a été incroyable cette montée en gamme.
Oui, non, tout à fait. Ouais. Et après, enfin, et quand on parle de déplacement de la production au Vietnam, enfin après, il y a un tel écosystème là, comme tu l'as très bien décrit, d'usines et sur des industries qui sont de plus en Ah, plus oui, haut de gamme, que ça devient irremplaçable quelque part. Quand tu as tout un écosystème entier, c'est pas une usine à déplacer, quoi. Ça devient plus complexe. Donc, oui, les supply chains, les chaînes d'approvisionnement de composants, de laboratoires, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est pas facile d'aller faire ailleurs qu'ici. mm. Non, non. Et puis, j'allais dire, l'Europe a monté tellement, a créé tellement de normes, tellement de standards, etc. Donc, ça a un peu mis aussi une balle dans le pied parce que du coup, bah, il y a que les Chinois qui peuvent aujourd'hui répondre à ces standards-là. donc, D'accord. euh, mais, Et, non, non, et donc, tu avances de front, donc à la fois sur de l'import-export, tu commences à mettre un pied dans le digital. Tu avais déjà ce en, passé 2000 en d'avoir fait 2008, des. Enfin, ça faisait un bout de temps en depuis le début, 2000, tu faisais des sites web, etc. Donc, enfin, on voit un peu se dessiner tes activités présentes. Comment ouais. ça s'est développé? Explique-nous. Alors, en 2007-2008, là, alors, j'ai un copain avec qui j'avais monté ma première boîte à Lyon là, et à Paris, qui, lui, était parti ensuite en Irlande, etc. Et euh, il vient me rejoindre en Chine. On avait déjà bossé ensemble sur notre première boîte. Et ça m'intéresse qu'il vienne parce que je sens que mon business peut grandir, mais il faut que je le structure, etc. Et lui, il était pas mal pour ça. Et puis, mais en 2007-2008, on voit la crise arriver et on voit que le business de l'export, l'import-export, fonctionne moins bien qu'avant. Et du coup, on décide de monter une boîte d'importation de vin. D'ailleurs à Chongqing, dans cette ville. On repart, donc on était venu à Guangzhou, donc j'étais venu à Guangzhou. J'ai ce Français qui était un de mes anciens associés qui vient de rejoindre. Mais on monte ensemble une boîte d'importation de vin. Lui, il est toujours en Chine aussi, ça se passe bien, on est toujours resté copains, super. Puis on a monté cette boîte d'importation de vin avec un gros Chinois, un Chinois qui était notre actionnaire, qui est un gros patron du real estate, qui fait des grues et des concrete mixers, là, des sortes de bétonnières, etc., dans le monde entier. Donc c'est un mec qui est devenu énorme parce qu'il fait du real estate, des properties, etc. Il fait de l'immobilier. Et on est resté en très bon contact, en très bon terme avec lui. C'est un mec incroyable. Et puis, donc on a eu une boîte avec un magasin, on apportait du vin, on apportait pas mal de containers pour des grandes marques de vin françaises. Et en 2000, donc cette activité, on l'a faite à Chongqing, dans cette ville, et c'était très important pour nous de faire ce business. Je continuais l'export, mais c'était bien parce que là, j'importais des produits. Donc c'était bien de le faire dans les deux sens. Et puis c'était bien parce que ça m'a permis vraiment de soigner un réseau, c'est-à-dire que les Chinois me commandaient du vin pour avoir un ami français qui vienne leur amener des caisses de vin pendant leur meeting. Les Chinois avaient des réunions entre Chinois, des réunions ou des grands dîners, et ils aimaient bien avoir un Français qui leur amène des caisses de vin, etc. Donc moi, ça m'a permis ça a été un peu un door opener, ça m'a permis aussi de soigner pas mal de Chinois importants, des grands patrons, de me faire des copains, etc., qui avaient envie de consommer des vins français, des vins sympas. Et puis, donc, c'était une période un peu assez géniale. Et on a revendu cette activité, on a revendu la société en Qui s'appelait comment? 2018. Subtilité. D'accord. Ça s'appelait Subtilité, et donc on a eu jusqu'à une dizaine d'employés, 13 ou 14, et puis c'est une bonne expérience. Donc cette boîte-là, elle a existé 6-7 ans, et on l'a revendue en 2018, et c'était sympa, quoi. Donc, mais donc voilà. Et puis moi, je continue bon, alors voilà, en parallèle, moi, je continue à faire des jouets, aussi pour un grand groupe allemand, un gros retailer allemand, un des plus grands groupes de retail, des plus grands groupes de supermarchés au monde, et qui est en Allemagne, en Autriche, en Tchéquie, en Slovaquie, pour continuer à faire pour eux des jouets. Donc, en attendant, vous voyez. Donc une activité de sourcing, mais où il y avait, enfin c'était quoi? C'est pas forcément sur étagère. J'imagine qu'il y avait peut-être des jouets à aller créer avec les usines, c'est ça? Exactement, donc beaucoup de prototypage, donc beaucoup de migraines aussi, parce que beaucoup de mise au. Mais c'était très important, donc avec justement des jouets pour nourrissons, alors avec beaucoup d'upgrades, beaucoup d'updates à faire, beaucoup d'améliorations, voire même améliorer certains standards, etc. Pour être sûr de dormir tranquille, parce que même si on a un produit aux normes, on se dit, mais là, il est aux normes, mais peut-être, si, oui, parce qu'il y avait eu des cas d'école, des cas de jurisprudence aux États-Unis, en Néerlande, aux Pays-Bas, etc., avec des jouets le chien avait joué avec le jouet et avait
avait perturbé, si vous voulez, la couture, etc. Et le gamin s'était étouffé avec un jouet qui était pourtant aux normes, qui était pourtant. Donc je commence à checker, à vérifier tout ce qui se passe, que je me dis je veux absolument pas avoir de problème, je veux surtout pas avoir de track records, parce que quand on est dans le jouet, si on a un track record avec un problème en douane, c'est fini quoi. On pourra plus jamais faire d'import-export, parce qu'après on est grillé quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas fiable et que parce que la traçabilité est absolument incroyable sur le jouet. Donc il s'agit surtout pas de faire une erreur. Donc c'est pas mal de soucis pour trouver, pour améliorer et pour avoir des produits qui sont les mieux possibles, qui doivent être parfaits, faut pas qu'il y ait de problème. Et puis c'est une époque, donc là voilà. Et puis en 2013-2014, il y a un nouveau phénomène qui arrive dans la province du Guangdong. Là, il y a ce qu'on appelle les free trade zones, les zones franches. Donc, il y en a 2-3 qui s'ouvrent à Shenzhen. Bon, Shenzhen, c'était la ville idéale pour ça parce que c'était déjà une zone économique spéciale. Donc, c'était déjà une ville avec un statut particulier qui ne dépend pas de la province. Et donc, une sorte de statut un peu autonome. Et puis, une zone franche aussi, donc une free trade zone à Guangzhou. Et puis, alors j'ai fait pas mal d'articles là-dessus. C'est un sujet qui m'a vraiment passionné, qui me passionne encore parce que les free trade zones, c'est assez méconnu des Français, mais c'est des sortes de grandes plateformes, des sortes de zones qui sont de libre-échange, où il n'y a pas de taxes et où on peut faire énormément de choses. Les Chinois ont mis en place des outils. Alors c'est un petit peu comme du Tetris. C'est un petit peu une amélioration permanente de certains process, de protocoles pour importer, exporter, pour consolider, pour dispatcher, pour faire du sticking, pour faire du packaging, pour remodifier, pour accélérer aussi certains dispatchs, pour préparer des commandes. On peut recevoir des biens, par exemple, et les transformer et les réexporter sans payer de taxes. Ça peut être un exemple. Absolument. On en parlait avec un de tes camarades, Géraud de Intulog, un épisode qui arrive très bientôt, qui nous parlait de ça aussi. Exactement. D'accord. Et si tu as un article à partager aux auditeurs sur le sujet, n'hésite pas, je le mettrai dans la description du podcast et sur le groupe WhatsApp. Donc, on doit vraiment s'intéresser à ça parce que en fait, dès 2014, il y a le début donc, de ces pilotes free trade zones, ce qu'on appelle des PFTZ. Et c'est fascinant parce que la Chine a mis en place des outils vraiment très performants pour exporter, mais aussi pour importer, donc pour faciliter aussi le cross-border. Donc, il y a énormément, je pourrais en parler pendant 3 heures, donc c'est un peu difficile de résumer aussi facilement, mais c'est un outil ultra modulable qui permet plein de choses et qui, en plus, est en permanence évolution. Si on trouve un procédé plus rapide ou plus efficace pour faire telle chose, très vite, on peut faire changer la loi de cette free trade zone, la régulation, pour améliorer et rendre encore plus efficaces les procédés qui sont sur cette zone. Et donc, c'est des zones très modulables et très, très efficaces, et puis qui permettent plein de choses, qui permettent aussi de mieux surveiller l'import et les exports. Il y avait aussi, ça permettait aussi de mieux réguler, de mieux contrôler. Mais génial, des outils très, très performants. Et on retrouve un peu ces pilotes free trade zone aussi avec des sortes de corridors économiques. Donc il y a aussi des écosystèmes liés et autour de ces free trade zones. Puis il y a aussi des grands acteurs qui sont sur les free trade zones. Donc c'est aussi des zones où il est bon d'être pour rencontrer des grands groupes chinois, etc. Donc moi j'ai ouvert une des premières boîtes en free trade zone en 2014, au tout début, une boîte de supply chain management pour faire mes jouets. Et donc c'est très, il y a plein d'avantages, il y a plein de choses à comprendre et ça c'est fascinant et ça n'arrête pas de changer, ça n'arrête pas d'évoluer. Aujourd'hui, le statut de Hainan, donc l'île de Hainan, qui est une île province, jusqu'en 88 ça appartenait à la province du Guangdong et après ils sont séparés, donc c'est une île, c'est une très grosse île, 34 000 km² et ça a maintenant un statut particulier de free trade zone, de zone franche et de pilote free trade zone aussi, donc avec un statut assez toi, concrètement, c'est un besoin particulier qui t'a fait aller t'installer dans une zone franche comme ça. Et une fois que tu étais installé, tu as vu d'autres opportunités se présenter, quoi. Pourquoi tu t'es intéressé au début? Parce que j'ai compris, je suis tombé sur des articles en chinois et en anglais, etc., qui parlaient de la free trade zone. Et j'ai rencontré des Chinois aussi, copains, qui commençaient à en parler durant les dîners et on comprenait. Alors après, il y a eu des free trade zones, maintenant, il y en a un petit peu partout. Enfin,
pas partout, mais il y en a dans différents endroits, il y en a aussi à Shanghai. Elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions, elles n'ont pas toutes les mêmes spécificités. Il y en a qui sont plus logistiques, il y en a qui sont plus flux financiers. À Shenzhen, il y en a 3, toutes les 3 ne sont pas les mêmes, elles sont différentes. Ils ont fait un quartier de Shenzhen qui s'appelle Qianhai. Qianhai, ça s'écrit Qianhai, dans le même mot. Et Qianhai, c'est devenu maintenant une des 3e ou 4e plus grosses places financières au monde. C'est pas vraiment connu. C'est comme la City, Hong Kong. C'est pas très connu des étrangers, mais c'est une zone franche aussi financière. C'est une zone un petit peu comme Hong Kong, j'allais dire. C'est une free trade zone financière qui est sortie nulle part, qui est maintenant qui est en bord de mer, qui est magnifique, etc. Donc voilà, elles n'ont pas toutes les mêmes spécialités, elles n'ont pas toutes les mêmes avantages de free trade zone. Et puis j'ai compris qu'il y avait plein de choses à faire avec ces outils un peu intermodal, un peu multifonctionnels, quoi. Donc d'accord, ok. Donc voilà, et puis ça me sert pour faire mes jouets, ça me sert pour dispatcher mes jouets, ça me sert pour être plus efficace en termes d'import-export, quoi. Ça me sert surtout. D'accord. Et comment est-ce que tu en es arrivé au côté un peu création de contenu? Donc, on a parlé des WeChat mini-programmes et de tout le contenu de vidéos, etc., j'imagine, qui est nécessaire. Est-ce que ça va de pair avec le fait que tu aides des marques étrangères à rentrer sur la Chine, où elles ont besoin d'avoir à la fois un WeChat mini-programme, par exemple, et du contenu, et de pouvoir travailler sur le e-commerce chinois, quoi, sur les Tmall, les JD? Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu en es arrivé à faire ça et comment tout ce mécanisme, j'ai l'impression que tout s'imbrique dans tes différentes activités, quoi. Explique-moi un peu. Ouais, alors moi, alors de 2004, quand je suis arrivé en Chine jusqu'en 2010, moi je suis pas rentré en France pendant 6 ans. Donc parce que j'avais envie de vivre une aventure un petit peu, j'avais envie de me faire absorber par la Chine, j'avais envie de me faire absorber par l'Asie. J'ai pas mal voyagé en Asie. C'est long, 6 ans. 6 ans, oui, T'as dû être dépaysé à l'envers quand tu es rentré en France au bout de 6 ans, ça doit faire tout drôle. Ça fait un peu bizarre, mais finalement, je me suis rendu compte que, bon, moi, j'étais né à Paris, etc., je suis né à Paris, mais je me suis rendu compte que Paris restera toujours Paris, parce que j'étais rentré après 6 ans, j'étais à Paris, et je disais ça aux copains, c'est comme si de rien n'était, quoi. Paris n'avait pas changé. Et donc, c'était. Non, mais moi, je suis resté 6 ans vraiment sans rentrer en Europe, parce que je voulais me faire happer, je voulais vraiment rentrer, me faire absorber par la Chine, pour mieux comprendre vraiment la Chine, de l'intérieur, pour être vraiment avec les Chinois, et parce que s'il y en a beaucoup, j'ai vu, ils ont fait toujours des allers-retours, etc., avec la France au début, etc., pour rentrer en Europe, et finalement je sais pas, c'est moi je trouvais que c'était bien de rester longtemps pour vraiment essayer de comprendre le plus possible, parce que je trouvais qu'à chaque fois qu'on sortait de Chine, etc., qu'on va d'ailleurs, il fallait refaire un reset, il fallait se remettre en mode chinois. Il y avait tout un exercice, c'est pas facile à expliquer, c'est pas simple, mais c'est assez unique, hein, comme approche, tu vois. Quand tu rentres une fois par an, tu as déjà l'impression d'être dépaysé, je trouve, quand tu rentres en France. Donc 6 ans, je suis vraiment impressionné, quoi. Et toi, tu rentres en mode chinois de manière intense, au point que voilà, il faut pas que tu interrompes le flow, quoi. Voilà, faut pas interrompre, surtout que moi je m'intéresse beaucoup à la Chine, quoi, à l'histoire chinoise, aux traditions, aux feng shui, tout ça. C'est des choses qui me passionnent assez vite. Je passe beaucoup de temps à lire, à comprendre avec les Chinois, etc. Il y a une sorte de Et puis il y a c'est un univers, c'est Star Wars, que la Chine, il y a une galaxie chinoise en Asie aussi, parce qu'il y a des Chinois partout en Asie, 60 ou 80 millions de Chinois. Et qui contrôle le business dans bien des pays d'Asie du Sud-Est. C'est une sorte de ventre mou, là-bas, et partout. Et donc, il faut bien pouvoir comprendre tout. C'est pas simple de bien comprendre la Chine. Je ne sais pas si je l'ai encore bien compris. Est-ce que ta compréhension du business en Chine, de comment faire des affaires avec les Chinois, elle a forcément évolué au fur et à mesure? Tu vois, si tu te revois, toi, aujourd'hui, ta compréhension d'aujourd'hui et tes tout débuts, est-ce que tu vois des erreurs que tu as commises? Est-ce que tu vois vraiment des choses que tu as apprises? Est-ce que tu as des histoires, des anecdotes sur ce qui a pu t'arriver, tu vois, des mésaventures parfois, où tu as peut-être commis quelques erreurs? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit je pense que voilà, c'est toute une vie, voilà, déjà 17 ans ici. Oui, il y a plein de choses qui sont passées, il y a plein d'histoires, Oui, on n'arrête pas de se remettre en cause. De toute façon, la Chine, c'est un jeu complètement incroyable. C'est un game dans le game, même, j'allais dire. Faut avoir envie donc il faut se remettre en question en permanence. Les logiques sont pas les mêmes. Faut faire preuve de pas mal d'agilité. Donc et puis patience, parce que les timings sont différents, les notions de vitesse, de temps sont
sont pas les mêmes. Et puis c'est tellement codé, quoi. La Chine, c'est très codé, quoi. Donc, il faut essayer de comprendre tout ça. Puis les écosystèmes bougent tout le temps. C'est-à-dire qu'en plus, il y a plein, c'est le pays de tous les réseaux, hein. C'est le pays du Guangxi. Donc, toi, tu connais ça, tu as vécu en Chine. Il y a plein de réseaux, différents types de réseaux, différents. Donc, il faut essayer aussi de comprendre ça. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris. J'aurais pas prétention à l'arrogance de dire que j'ai tout compris, mais j'ai essayé un maximum, en tout cas, de comprendre ou d'essayer de comprendre voilà, d'être à l'écoute. Voilà. Puis il y a plein de traditions aussi qu'il faut comprendre, plein de choses liées au feng shui, liées au taoïsme, liées au confucianisme, qui sont des choses vraiment importantes ici, pour décoder petit à petit, pour mieux comprendre, etc. Mais c'est fascinant, hein, c'est génial. Bon, c'est toute une vie, voilà. C'est aussi, faut avoir envie de jeu. Et alors, pour répondre à ta première question sur le contenu, c'est que le contenu, je me rends compte le finalement commerce, aider les marques voilà, à rentrer sur le marché. voilà, et je me rends compte que les Chinois, ils ont aussi une montée en gamme de leur consommation et qu'ils sont très curieux. Finalement, les Chinois, ils sont passionnés par plein de choses. C'est un pays, c'est un grand pays, ça a 7 000 ans d'histoire, la Chine. Il y a beaucoup de lettrés, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à lire, à écrire, qui s'intéressent aux belles choses, aux beaux produits. C'est des gens assez curieux et qui ont envie de comprendre. Donc, il faut leur parler, il faut leur écrire des choses, il faut qu'ils comprennent. Si on veut leur vendre des produits, il s'agit aussi de se poser les bonnes questions. Et puis du coup, le contenu, ça va de soi, j'allais dire, parce qu'il faut vraiment pouvoir expliquer à nos amis chinois que nos marques, il faut qu'elles aient un ADN, il faut qu'on puisse vraiment faire du contenu avec des chemins de fer, des roadmaps avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 5, pour pouvoir tenir vraiment, pour pouvoir commencer, parce que c'est les débuts. Moi, quand je commence à faire du contenu en Chine, c'est le début de Tmall, c'est le début de WeChat, etc. C'est un peu le début de ce qu'on appelle maintenant là, le conversational marketing, le marketing de conversation, etc. Donc, donc il y a tout à faire et voilà, c'est très excitant. Et puis, c'est un peu les débuts du no bullshit, c'est-à-dire que les Chinois, la terre entière a essayé de leur vendre des produits. Eux, en plus, sont très curieux parce qu'il y en a beaucoup qui ont voyagé, qui, en fait, ont des cousins un peu partout. Donc, ils savent très vite si le produit qu'on essaie de leur vendre, c'est un produit nul ou un produit qui a été fait à Aubervilliers pour essayer de les amadouer. Donc, ils savent très vite si ils adorent les nouveaux produits, un petit peu comme plein d'Asiatiques, comme les Coréens, les Japonais. Ils sont très curieux, excités. Je le souligne, très c'est curieux. La curiosité chinoise, c'est vrai ça. Elle est incroyable. Et puis donc, il s'agit vraiment de leur montrer que c'est des bons produits, des beaux produits, bien leur expliquer, avec les bons mots-clés, les bons bullet points, avec le bon wording, le bon champ lexical, etc., les bonnes thématiques, et puis normalement, ça fonctionne bien. Mais voilà, ils veulent pas du bullshit marketing. On a essayé de leur vendre la terre entière. Plein de produits qui étaient parfois un peu vulgaires ou pas terribles. Donc, ils veulent être sûrs, ils vont regarder à 2 fois. Et puis, pour éviter aussi, pour voir si c'est pas du faux, etc. Donc, ils vont regarder très attentivement les traductions en chinoise, comment ça a été traduit, les caractères, quel caractère a été utilisé, etc. Pour voir si ça n'a pas été traduit à l'arrache par une stagiaire ou par, vous voyez, pour voir si c'est pas des produits contrefaits, etc. Donc, en fait, non, le contenu, je lisais encore un article dans les Échos avant-hier, je crois, où il disait le contenu. Avant, c'était location. Maintenant, c'est le contenu. Et en effet, oui, c'est très important. C'est-à-dire que là, surtout que les Chinois ne peuvent pas voyager maintenant. Ils ne peuvent pas aller au Galeries Lafayette ou chez Harrods, là, ou chez Selfridge à Londres et tout. Donc, ils sont ici. Donc, ils consomment ils peuvent aller à Hainan. Ils peuvent aller à Hainan, sur l'île de Hainan, parce qu'il y a la ville de Sanya, là, où il y a l'énorme shopping mall, l'énorme duty-free center, où ils peuvent aller faire des achats et trouver de nouveaux produits, des skincare, des cosmétiques, du luxe, etc. Donc, j'ai ouvert un restaurant dans ce duty-free, dans ce grand duty-free center. Et en fait, vu qu'ils ont, tous ces Chinois ne peuvent pas vraiment voyager, ils sont très curieux, ils sont encore plus curieux d'avoir des nouveaux produits pour pouvoir, donc ils sont à la recherche des meilleurs produits, des dernières histoires, des dernières créations, des dernières releases, et ça, pour eux, c'est important parce que c'est important pour plein de choses. Moi, je voyais, il y a plein de gens qui n'avaient pas compris. Ils me disaient, ah ouais, tu as vu, les Chinois, ils ont acheté des sacs à main très, très sympas, très chers. Ils veulent montrer qu'ils ont de l'argent et tout. Je dis, bah oui, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'ils doivent aussi montrer à leur environnement, à leurs amis, à leurs business partners, etc., qu'ils sont à la pointe de ce qui se fait, ils sont à jour, ils suivent les tendances, ils savent un peu avant tout le monde, ils sont un peu early adopters, ils sont un peu trendsetters. Donc, ça veut dire que si tu fais du business avec eux, ils savent exactement ce qui se passe pas, ils sont à la pointe du dernier cri. Donc, c'est pour ça que les Chinois,
ils ont encore plus besoin maintenant, vu qu'ils peuvent pas voyager, de montrer à leurs amis, à leurs collègues de travail, etc., qu'ils ont les derniers produits, le dernier skincare, le dernier accessoire à la mode, etc. Donc, c'est très important pour eux pour plein de raisons. Oui. Donc, tu as commencé à parler de restauration. Alors, comment en es-tu arrivé à ouvrir des restaurants? Que font tes restaurants? Donc, c'est des dim sum, c'est ça? Des petites bouchées vapeur? Alors, en fait, j'avais monté en 2009, ça avait duré 1 an, avec une copine anglaise qui est rentrée en Angleterre. Et j'avais monté un coffee shop, en fait. Il n'y avait pas de Starbucks dans cette ville, il n'y avait pas de coffee shop. J'ai monté un coffee shop et le soir, qui faisait un petit peu. Starbucks le fait un peu maintenant au Canada. Et le soir, on était un petit peu bar à vin. Et en fait, ça fonctionnait très très bien. J'étais très surpris. Je me suis dit, pas possible. Le coffee shop est plein tout le temps. Il fonctionne très bien. Faire des cafés toute la journée, etc. C'était assez grand. C'était pas très très grand. Ça faisait 250 mètres carrés, 300 mètres carrés. Et c'était sur 2 étages. Mais c'était blindé de monde tout le temps, quoi. Et en fait, je me dis, c'est pas possible. Et en fait, on a dû arrêter. On a dû arrêter ce coffee shop pour plein de raisons. Il y avait un problème avec le cadastre, etc., avec le bail, etc. Donc, en fait, j'étais très déçu. Puis, ma partenaire anglaise, là, était partie en Angleterre, voulait rentrer, etc. Et puis, on a arrêté ce business. Et puis, j'étais un peu déçu, un peu frustré, parce que finalement, c'était un business un peu side dish pour moi, qui était un peu un business comme ça, pour rigoler. Mais en fait, il fonctionnait très, très, très bien. Et je m'étais dit, c'est pas possible. Et puis, j'ai toujours vu que j'importais du vin, j'avais une société d'import de vin, j'avais pas mal de clients qui étaient des grands restaurants. Donc, je voyais très bien le business. Je voyais très, très bien que les restaurants, les Chinois passent leur temps à manger. Ça fait partie ça fait partie de l'écosystème, ça fait partie de l'environnement. Vous voyez, les Chinois font des affaires à table. Les Chinois se mettent à table. Les Chinois rencontrent leurs copains les plus importants, leur réseau autour de la table. Les affaires sont autour de la table. Et puis, on ne reçoit pas à la maison aussi. Donc, forcément, on sort beaucoup et on mange beaucoup aussi dehors où c'est moins cher de manger dehors, c'est plus pratique. Ouais. Voilà, et puis les restaurants, en Chine du Sud, vous voyez, 33% de leurs revenus sont dépensés en food and beverage. Donc c'est complètement incroyable. Il n'y a pas de pays comme ça ailleurs qu'en Chine où les mecs dépensent 30% de leurs revenus en restaurant. Ça devrait être un loyer, là. C'est complètement incroyable. Et puis, ça fait partie vraiment de leur lifestyle, ça fait partie de leur style de vie, de manger à toute heure, de consommer, mais c'est aussi pour être vu, c'est aussi pour rencontrer des gens, c'est aussi pour faire du business, donc c'est très important. Et ça fait partie de la culture chinoise. Et puis c'est assez excitant parce que c'est la cuisine du partage, les affaires se font autour de la table, c'est une cuisine qui est assez généreuse, où tout le monde échange, etc., etc. Et moi, je trouvais ça assez fascinant. Ça faisait partie d'une dimension chinoise que je voulais comprendre, etc. Parce que aussi, je me suis dit, si j'arrive à avoir des restaurants. Alors, comment ça s'est passé? C'est que en 2015, j'ai monté avec un copain de Hainan, j'ai monté une petite ferme de poulet pour rigoler. Cet épisode est plein de surprises. Hein. Je ne sais pas si tu nous as tout dit encore, mais c'est incroyable comme tu as touché à tout, quoi. Une ferme de poulet. Et puis qui existe encore, c'est une super ferme. On est vachement content de poulet organique. T'as toujours une ferme de poulet, ok. Voilà, et puis on a fait un épisode sur la rôtisserie à Hong Kong. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je l'ai écouté. Très sympa. Bon, il fait du poulet français, mais bon, maintenant, vu qu'on parle de plus en plus de manger local, peut-être que tu pourrais discuter avec Jérôme de la rôtisserie. Il est sympa ce podcast. Très bien, Jérôme. Ouais. Et puis c'est des poulets qui sont. Alors, il faut savoir qu'un poulet qui a quasiment pas 1 an, c'est comme manger un bout de biscotte, quoi, un bout de carton. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'oméga 3, etc. Donc, moi, mes poulets, ils courent toute la journée dehors. Ils mangent de la fibre de coconut, là, la fibre de noix de coco. Ils dorment dehors aussi pour renforcer un peu leur système immunitaire, etc. Donc, c'est pas des poulets gavés d'hormones ou de farine bizarroïde, etc. Donc, on essaie de faire des trucs vraiment super. Et puis, vu que j'avais cette ferme, petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais monter des restaurants. Et puis, donc, tu avais monté le café, le bar à vin. Tu avais cette expérience un peu donc, de restauration, entre guillemets. Tu avais les poulets. Et donc, tu me dis que c'est ça un peu ta logique au fur et à mesure. Tu t'es dit, on va aller. Tu connaissais le business de la restauration de par tes clients vu que tu importais du vin. Donc, c'est ça un peu le pulse de tout s'est mis en place, si je comprends bien. Exactement. Et puis, je me dis que c'est sympa. En fait, il y a aussi j'ai eu des opportunités où je me suis dit, tiens, ce serait génial de pouvoir faire des restaurants chinois
parce que les Chinois mangent chinois à la fin de la journée. Bah, c'est aussi assez unique. C'est un étranger qui fait des restaurants chinois en Chine, il ne doit pas y en avoir 36. Hein. Ouais, bah, j'ai eu envie Normalement, de la faire force des étrangers, c'est de faire de la nourriture étrangère pour la force des choses, comme les Chinois font du chinois à l'étranger en général. Ouais, alors j'ai fait un restaurant de Hainan dans le K11, je ne sais pas si les gens connaissent. J'ai 3 restaurants au K11 à Guangzhou et c'est des grands Donc le shopping malls. K11, qui est donc des nouveaux. Donc il y en a un à Hong Kong, c'est des shopping malls assez Ouais, il y en a à innovants avec Shanghai, à Shanghai également, d'accord, avec un décor très recherché, très raffiné, quoi. ouais, c'est écrit K11. Et puis, donc, je me dis, tiens, avec mes poulets, je vais faire un restaurant de Hainan, très sympa, très designé, etc. Et Parce puis, que le poulet de Hainan est un plat assez connu. Hein. voilà, exactement, Ouais. absolument. Et, et C'est puis, un plat de poulet avec du riz. Enfin, tu l'expliqueras mieux que moi. Un bouillon aussi, hein, un bouillon clair voilà, avec. exactement. Exactement. Et puis, on arrive à faire rentrer ce restaurant dans le guide Michelin euh, donc en 2019. Le restaurant a été créé en 2018 à l'ouverture du K11 du shopping mall. Et Mhm, puis, on est rentré dans le guide Michelin et puis on a eu pas mal d'awards, le Phoenix TV Awards, on a eu pas mal de récompenses. mhm. On est toujours dans le guide Michelin. Et puis, on a ouvert un restaurant à Sanya, donc dans le Duty Free, là, Duty Free Center Donc la aussi. grande ville de l'île de Hainan, ouais. Voilà, donc j'ai des restaurants de cuisine de Hainan et des restaurants de cuisine de Et en plus, Canton. donc tu fais de la cuisine de Hainan à Hainan, quoi. Voilà. Bah, je suis le D'accord. premier à faire rentrer un restaurant de cuisine de Hainan dans le guide Michelin. Donc, je suis assez fier, je fais la promotion de la cuisine chinoise. D'accord, ouais, Et super. parce que à l'origine des temps, et toujours encore maintenant, Hainan, c'est une île et il n'y a pas de pollution, c'est magnifique, c'est une île qui est quasiment pas industrialisée. Et donc, c'était une île où on trouvait de très bons produits, de très bons poissons, de très belles petites fermes locales, de très belles choses. Et c'est encore magnifique d'ailleurs, et un environnement incroyable dans le golfe du Tonkin. Et, euh, et donc, c'est très tropical. Et puis, je trouvais génial de pouvoir avoir ces produits et pouvoir faire un restaurant. Puis j'ai fait aussi des restaurants dim sum, là, des restaurants de cantonais, donc un petit peu comme Ding Tai Fung, là, un petit peu comme Donc des des, petites bouchées vapeur, des des- raviolis, ce genre de choses, c'est quoi. ça, Et Ding Tai c'est Fung, ça, qui est une célèbre chaîne taïwanaise, mais maintenant présente partout dans la Chine, qui fait c'est ça, des petites bouchées. Je conseille en particulier les xiaolongbao, les petites bouchées à la truffe, qui sont particulièrement bonnes. exactement. Et puis ben, c'est marrant parce que les Chinois passent leur temps à manger, etc. Donc il fallait que ce soit bon. On a recruté un chef du Peninsula Hong Kong, là, le chef des dim sum, d'un grand hôtel célèbre de Hong Kong, etc. Donc pour avoir vraiment le meilleur du meilleur, avoir euh, donc voilà. Bon, les Chinois, ils savent manger, hein, ils savent ce qui est bon aussi. Ils sont c'est des fins gourmets et ils savent très bien reconnaître des bons produits. Faut surtout pas avoir des produits moyens ou passables, etc. Il faut vraiment avoir des top produits en termes de qualité, de fraîcheur, etc. Donc on a essayé de faire le meilleur du meilleur pour voilà. Et puis Et quelle est ta stratégie de faire donc différents types de restaurants, donc à la fois les dim sum et le poulet, les emplacements, comment est-ce que tu choisis emplacement? Tu es présent sur plusieurs villes, c'est ça? Et même des restaurants de taille conséquente. Tu as parlé de 1500 places assises. Ça paraît, je sais pas, je connais très mal l'industrie, mais ça me paraît énorme. Comment cette stratégie de restauration se met en place? C'est au fur et à mesure des opportunités qui se présentent ou il y a une stratégie pensée sur comment se développer? oui, alors, ouais, ce restaurant-là, il est à Canton, il fait 8 000 mètres carrés. Donc, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a 1500 places assises. Ouais, donc, parfois, on fait 10 000 couverts dans la journée, hein, 10, 12 000, 15 000 couverts dans la journée. Et donc, Donc c'est énorme. En France, je ne sais même pas si on a des restaurants comme ça, quoi. ah bah 8 000 mètres carrés, c'est la surface de la pelouse du Stade de France, donc du Stade Saint-Denis. Donc, oui, on met D'accord. quelques tables et quelques chaises, je te confirme. Oui, oui. Mais c'est très excitant, si tu veux, parce que les Chinois passent leur temps à manger, quoi. En fait, ce qu'il y a, ce qu'on comprend, moi j'ai l'impression, hein, c'est que finalement, ce qu'on comprend pas quand on est étranger, quand on n'est pas chinois, c'est qu'ils sont 1,5 milliard. Et donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. En fait, nous, on se dit, tiens, ils sont quand même très nombreux, mais en fait, ils sont pas très nombreux, ils sont très, très, très nombreux. On se représente pas, Donc, là. Tu veux dire, ça nous dépasse en voilà, chiffres. Ouais.
Voilà, c'est qu'en fait, les chiffres nous dépassent et pour nous, c'est même pas vraiment réaliste, quoi. On ne sait pas ce que c'est. Mhm. C'est un pays qui fait 20 fois la superficie de la France et qui a une population donc incroyable. Qui fait aussi 20 fois la France, quoi. Donc c'est vrai que Voilà, c'est ça. Et puis, 20 Chinois pour chaque Français, c'est vrai que ça, ouais, on arrive à matérialiser un peu la chose, ouais. Et il y en comme a tu dis, toujours un pour. là, avec une culture de la nourriture qui est autre que la nôtre, quoi. On aime aussi la bonne nourriture en France, mais ouais, là, ici, ça devient presque frénétique en Asie, quoi, cet amour de la nourriture. Ouais, et puis il fallait faire chinois parce que j'avais compris que les Chinois finalement mangent parfois un petit peu japonais ou parfois un petit peu thaï, mais finalement, et parfois un petit peu sichuanais ou des cuisines épicées du centre de la Chine. Mais finalement, les trois quarts donc le sud, le Grand Sud, là, qui est une région, une des régions les plus dynamiques du monde, hein, le Grand Sud, là, Shenzhen, Guangzhou, etc. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est Yokohama, Kobe, Osaka, c'est 100 millions de gens qui ont un très fort pouvoir d'achat, qui ont déjà les parents ont déjà payé les appartements, donc ils ont du revenu disponible. Donc ils sont très éduqués, ils ont déjà voyagé, ils connaissent le plein emploi et ils ont un style de vie qui est déjà un peu sympa et ils veulent consommer des bons produits, et aller au restaurant avec leurs copains, et leurs amis, et leur famille. Et donc et finalement tous ces gens-là mangent très chinois, c'est-à-dire qu'ils mangent très cantonais, ils mangent une nourriture qu'ils connaissent dans l'ensemble. Donc ils sont finalement il faut pas être trop exotique. Il faut rester sur des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils comprennent. Et dans ce cas-là, on est sûr de s'attirer une clientèle, un gros pourcentage de la clientèle qui est sur place, quoi. Hmm. Bah, le mass market reste sur du chinois, de la nourriture asiatique, quoi, parce que enfin, en Chine, très clairement, les nouvelles générations, ça change, mais les gens un peu traditionnels, ils sont un peu formatés en termes de nourriture et aller manger d'autres types de nourriture, c'est un peu compliqué, quoi. On voit bien que parfois, ils mangent chinois même quand ils voyagent à l'étranger, quoi. Les tours organisés les amènent dans des restaurants chinois, etc. Donc, le japonais, ça se fait encore, c'est de l'exotisme comme accessible, mais aller vers de l'américain, du français ou je ne sais quoi, ça devient plus compliqué si tu parles de mass market, quoi. Donc je suis d'accord avec cette logique, quoi. Ah oui, non, non, et, euh, et- je sais plus où on en était, et puis voilà, et puis non, Est-ce non, que tu mais as c'est d'autres vraiment. activités? Parce que là, c'est ton parcours est foisonnant. Donc, on a couvert l'ensemble, là, ou tu as encore quelques lapins sur ton Ah, je vais vous chapeau. parler, je vais vous parler de Creativa et tout, Ah, mais on a fait qu'aborder Creativa, d'accord, d'accord. non, mais Garde pour la fin. je voudrais pas avoir l'air, je voudrais pas avoir l'air arrogant, mais parce qu'en fait, la Chine, je sais pas comment expliquer. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et en fait, il y a, comment dire ça simplement. C'est en fait, c'est comme si vous aviez, alors quand vous faites du business en Chine, c'est comme si vous aviez en face de vous un jeu d'échecs. Il faut être je pense que le jeu d'échecs c'est le bon exemple parce qu'il faut penser à positionner cette pièce un peu en avance, pose la tour en B2, le fou en G4, etc. Donc c'est très tactique, c'est un jeu. Les Chinois sont très joueurs, donc il faut être un peu tactique, avoir un petit peu de stratégie, etc. Mais il faut pas avoir qu'un de jeux, il faut un peu avoir des jeux qui s'imbriquent ou des jeux à plusieurs niveaux, à plusieurs paliers. Et si on est bon sur la méthodologie, s'il y a des, il y a des méthodes, en fait, je pense que c'est une des choses les plus compliquées pour nous de comprendre ici, c'est qu'ils ont dit, les Chinois, mais je crois que c'est aussi pareil pour pas mal de pays asiatiques, ils ont différentes management practices, ils ont différentes pratiques du management, ils ont différentes méthodologies de travail que nous, on a vraiment du mal à comprendre. Je trouve que c'est pas simple, en tout cas. Elles sont parfois très simples et parfois fulgurantes. Donc, il y a des accélérations, il y a du temps calme, de la patience, mais parfois il y a donc il y a plusieurs paramètres qu'il faut bien comprendre, ils sont pas évidents, qui mixent un petit peu. Donc, il y a des faux rythmes, du faux tempo, et parfois il y a différents types de musicalité là, et dans leur mais en fait si on positionne bien nos différents jeux d'échecs et qu'on comprend bien et qu'on comprend et qu'on n'est pas trop mauvais sur la méthode, les pratiques de management chinois, on peut réussir à faire plein de choses finalement. C'est ça qui est assez génial ici. Alors je ne sais pas si j'aurais pu réussir à le faire ailleurs, je crois pas, mais je pense pas, mais il est possible ici de commencer plein de petites choses. Il faudrait commencer raisonnablement, hein, il ne faut pas avoir la tête, faut être simple, il faut rester simple, mais petit à petit faire grandir ces petits projets. Euh, euh,
et bien avec une bonne méthode. Comme ça, on ne devient pas esclave de son système, on peut dégager du temps, etc., et trouver les bonnes personnes qui vont s'en occuper. Et finalement, il y a pas mal de choses possibles ici. Mais voilà, faut un petit peu ça. De toute façon, c'est un jeu, la Chine, donc faut se poser les bonnes questions. De toute façon, il y a deux, trois. Faut être, voilà, c'est fascinant, mais ouais, tout à fait. etc. Donc il y a rien de figé. Je prétends pas avoir tout compris aux méthodes chinoises de management, etc. Mais il y a en tout cas beaucoup de choses là qui sont assez géniales et qu'il faut essayer de comprendre pour faire des choses ici. Et on peut finalement faire plein de choses sans que ce soit si crazy, fou, quoi, sans que ce soit complètement délirant. Donc, est-ce que les Chinois sont aussi comme ça? On est dans un pays, un grand pays du commerce, un grand pays de commerçants, et on a beaucoup de choses à apprendre sur eux parce qu'ils ont différentes façons de faire, parfois des façons de faire qui sont millénaristes, qui sont ancestrales, mais donc ils n'ont pas la même façon de compter, ils n'ont pas les mêmes façons de faire beaucoup de choses, et on doit aussi apprendre d'eux parce que j'ai bien aimé, il y avait un article dans The Economist la première semaine du mois de janvier cette année qui parlait des caractéristiques chinoises du e-commerce, et il disait justement que, alors un petit peu comme nous, on a adopté finalement les pratiques des GAFA, donc des Google, Amazon, etc. en Europe. Finalement, on a très bien accepté les pratiques Internet, e-commerce des Américains. On adoptera bientôt un modèle aux caractéristiques chinoises sur notre e-commerce parce qu'ils ont trouvé des paramètres tellement efficaces en termes de digitalisation, d'accélération, de commercialisation, de distribution. Ils ont trouvé des choses tellement incroyables ici au fil des 10, 15 dernières années, avec des outils, avec WeChat, avec différents outils digitaux, qu'ils ont trouvé des modèles très, très pratiques, très pragmatiques, très practicaux, très sympas, très fast and furious, qui permettent, qui sont tellement efficaces, qui bientôt s'imposeront au monde entier, parce que pourquoi s'en passer s'ils ont trouvé des techniques qui soient très efficaces pour acheter et vendre et qui permettent de simplifier beaucoup de choses, bah pourquoi pas. Donc en fait, nous, on a aussi beaucoup de choses à comprendre d'eux, je crois. Ils ont compris beaucoup de choses de nous, mais c'est aussi le bon moment de comprendre. Ils nous connaissent mieux qu'on les connaît quand même en moyenne, je dirais. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est aussi avec David Bavresse qui explique très bien la Chine et qui souligne ça, qu'il y a une méconnaissance de la Chine, alors que je pense pas il y a pas mal de Chinois quand même qui se sont intéressés au reste du monde et comme tu disais, il y a cette diaspora qui est aussi un véritable réseau pour remonter de l'information, quoi. Donc, mais donc, tu voulais nous parler de Creativa, donc il y a une agence de communication, c'est ça, et qui est présente. Donc tu es Global CEO parce que c'est aussi présent donc en Espagne. Et un peu à travers le monde. Madrid, à Barcelone, explique-nous alors à Milan. comment ça se vient se plugger dans tes multiples activités et qu'est-ce que c'est que Creativa? À l'origine des temps, c'est une boîte espagnole qui est basée à Madrid, qui est toujours basée à Madrid, et qui à Barcelone, à Milan, au Qatar, à Doha, puis en Chine maintenant. C'est une boîte qui fait des événements, beaucoup d'événements, et puis j'ai une partenaire espagnole qui s'appelle Andrea, qui est assez géniale, qui est partenaire aussi de Creativa, de cette société, et on avait commencé à travailler ensemble il y a quelques années avec Creativa. On avait organisé le dîner de Jack Ma d'Alibaba à Davos, une sorte de dîner d'anniversaire. C'était assez voilà, génial. où il était apparu en rocker. Non, pas cette fois-là. C'est la vidéo où on le déguisé en rocker qui est assez démente. Exactement. Mais là, il fait plus profil bas ces derniers temps, le Jack Ma. C'est moi le rocker. Oui. Et puis, c'est passé qu'on a donc là, on a moins bien. Alors, on a bien moins fonctionné avec le Covid parce que vu qu'on est une boîte d'événementiel très experiential, etc. Évidemment, on a très mal vécu la période Covid là, mais on avait déjà bien transformé la boîte. On a fait un partenariat stratégique avec Tencent Cloud et Tencent Cloud Europe pour faire pas mal de transformations digitales pour certains de nos clients, où on s'était fortement intéressé à comment digitaliser pas mal de nos services. Et puis, moi, j'ai monté ici en même temps, en parallèle, une boîte qui était censée, en quelque sorte, pour sous-traiter Creativa en Asie, en Chine principalement, une boîte qui fait justement beaucoup de contenu et
du social media, du contenu digital. Et on est une quarantaine maintenant, et qui marche aussi toute seule, donc elle compte pas que sur Creativa. Et donc c'est pour accompagner certains de nos clients en Chine, parce qu'on a eu pas mal de clients qui du jour au lendemain ont compris que les relais de croissance, quand on voit les taux de croissance en Europe ou dans le reste du monde, il faut dans tous les cas maintenant commencer à réfléchir, à avoir des logiques de commercialisation, de distribution en Asie et en Chine. On va pas pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de le comprendre. Ils ont pris du temps, mais maintenant ils sont en train de comprendre qu'il faut passer à l'action, parce que c'est ici que ça se passe. Enfin, en tout cas, c'est ici qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Et puis parce qu'il est aussi possible de pouvoir bien fonctionner en Chine et de pouvoir vendre ses produits aux Chinois. Donc, pourquoi s'en cacher? Pourquoi ne pas le faire? Mais voilà, il y a des logiques de communication très différentes ici, et des logiques de storytelling qui sont pas les mêmes. Et puis, donc on bosse bien, on est très content, donc ça se passe vachement bien. Donc, pour différents types de boîtes, en skincare, dans le luxe, j'en accompagne pas mal de boîtes, et donc c'est bien. Alors, voilà, il y a pas mal de choses qui sont différentes. Il y a eu pas mal de podcasts, j'ai vu, qui étaient très sympas d'ailleurs, sur différents Français là qui sont en Chine et à Hong Kong, etc., qui font du digital aussi. Donc, on fait pas tous la même chose. Donc c'est bien, c'est très important. Oui, il faut absolument être positionné sur les plateformes digitales chinoises, parce que c'est des écosystèmes complètement incroyables. Quand on voit WeChat avec Tencent, mais Xiaohongshu, Bilibili, Kuaishou, etc. Donc je vais pas tous les citer, mais voilà, il y a plein de choses aussi que nous on doit comprendre sur les logiques de social commerce, social shopping, tout ça, et et il est très important que maintenant les groupes français, petits, moyens, pas que les grands groupes, puissent trouver des marchés ici. Voilà, donc Ouais, non, tout à fait. Et on a eu plusieurs épisodes où on a un peu expliqué cet écosystème qui, comme tu dis, est foisonnant et assez complexe. Est-ce que tu peux nous citer un ou deux exemples peut-être concrets de marques que tu as accompagnées et qui se débrouillent bien sur le marché chinois? Alors là, on commence avec des marques de compléments nutritionnels alimentaires allemands, comme Orthomol. Là, autrement, là récemment, on commence là les couches culottes, des couches faites en France, qui viennent d'une usine assez géniale, qui est 100% française, et qui fait des couches même qui sont biodégradables. Donc 3 marques de couches différentes, 3 marques de couches pour bébé et une marque de couches pour adultes. Et puis autrement, là on commence du lait en poudre pour bébé très bientôt. Donc on a préparé tout ça avec les WeChat Store, les WeChat Mini Programmes, etc. Et puis donc il y a pas mal de différents produits. Autrement, on me demande pas mal d'advisory, de consulting, de conseils sur les stratégies à mettre en place pour comment être sur Tmall, sur JD, sur WeChat, et quelles sont les différences, les différentes stratégies à adopter. C'est du cas par cas. Je veux dire, tu conseilles aux marques d'aller sur toutes les plateformes, ou il y a une plateforme qui se prête plus à rentrer sur le marché au début? Ça dépend, parce que vous voyez, moi, maintenant, c'est vrai que toutes les plateformes ont leurs avantages, elles ont aussi leurs défauts. Il y a des choses assez incroyables maintenant avec WeChat Store, qui sont assez géniales. Mais alors voilà, ça veut dire qu'il y a pas mal il y a des choses à mettre en place. Les KOL, là, les Key Opinion Leaders, les KOC, les Key Opinion Consumers, les influenceurs. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petites choses à mettre en place qui vont faire réagir l'attraction, le trafic, les taux d'engagement, les taux de conversion, tout ça. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que dans un deuxième épisode, il faudra te réinviter pour rentrer dans le détail. Donc, il y a beaucoup de fine-tuning, il y a beaucoup d'ajustements, de réglages, beaucoup de petits réglages à faire. Et création de mots-clés, parce que les mots-clés, voilà, faut créer les bons, un peu comme des hashtags sur Instagram, faut créer les bons mots-clés en chinois, je parlais tout à l'heure du champ lexical, parce que c'est ensuite ce mot-clé qu'on va retrouver sur des hot topics, qu'on va retrouver sur des hot trends, et que les Chinois vont pouvoir s'accaparer pour pouvoir converser dessus ou avec. Et puis, c'est un peu ces nuages de mots-clés qu'on va retrouver maintenant un petit peu en interplateforme, parce que certaines plateformes sont intraliées, sont
de plus en plus connectés. Et on voit Xiaohongshu avec JD.com récemment, etc. Donc il y a plein de choses là. Bon, ça bouge tout le temps, hein, ça change tout le temps, c'est fascinant, c'est génial. Mais voilà, il y a plein de marques Alors moi, il y a pas mal de marques françaises qui se débrouillent très bien à Shanghai, qui font. Bah, il faut pas toujours la même chose, parce qu'il y en a beaucoup qui font des WeChat Store, etc. Qui font les. Alors nous, on n'est pas vraiment lorsqu'on accompagne les marques, on n'est pas tout à fait comme un Tipeee, comme un Tmall Partner ou un Trading Partner. Donc, on a décidé d'agir un peu différemment. On est plutôt comme un opérateur. C'est-à-dire que nous, ce qu'un Tmall Partner aujourd'hui, il va il va vous acheter la marchandise, mais c'est lui qui va faire le profit. Et du coup, bah, c'est lui qui va aussi s'occuper un peu de votre marque, mais s'il y a quelqu'un qui le paye mieux ou s'il a trouvé une marque plus intéressante, il peut vous laisser de côté. Mais c'est surtout que c'est lui qui va faire la marge, parce que lui, vous achetez le produit, mais après, lui, il peut revendre 40, 50, 60% plus cher. Donc, et vous êtes, et malheureusement, le Tipeee, on est obligé de on est obligé de lui faire confiance, et puis on devient très vite esclave de son système. Donc, il faut un peu faire gaffe à ça. Nous, c'est un peu différent. Nous, le WeChat Store, Tmall Store, il appartient à la marque. Nous, on est copilote, on leur dit où appuyer sur les boutons. Parfois, les réglages, on les fait nous-mêmes, mais tout leur appartient, les produits leur appartiennent. Donc, nous, on est là juste pour faire vraiment du réglage et les alimenter en contenu pour que ça fonctionne très bien. Et en contrepartie, on prend une commission sur les ventes. Donc, il faut que notre travail soit bien fait, en tous les cas, pour que ça fonctionne bien. Donc on a une approche qui est un peu différente, qui est très différente même des autres, et mais j'allais dire qui est plus saine. Mais ça veut dire aussi qu'on n'accepte pas tout le monde, parce qu'il y a des produits qu'on va pas forcément prendre, qu'on va pas forcément les accompagner en Chine. Donc on s'occupe aussi des logiques d'importation, des logiques de custom clearance, de documents douaniers, etc. On passe par des partenaires comme Intolog, etc., différentes boîtes qui font du supply chain, qui font du warehousing et de la distribution jusqu'à la logistique du dernier kilomètre. Mais nous, voilà, notre modèle, il est un peu particulier parce que on veut pas forcément. Il y a des clients, si vous voulez, des très belles boîtes en France, des petites boîtes, des grandes boîtes, qui ont des produits qui peuvent fonctionner en Chine. Mais bien souvent, on a des patrons français ou européens, hein, pas français, mais qui sont pas prêts à écouter, qui sont pas prêts. Ils ont déjà leurs idées préconçues de ci ou ça, qui veulent pas forcément changer ou ils ont l'impression qu'ils veulent changer. Ils te disent qu'ils veulent changer, mais en fait, ils changent pas. Et alors que pourtant, ils sont assez successful dans leur pays, etc. Mais les logiques ici sont tellement pas les mêmes que nous, si on sent que les gens sont pas prêts à nous écouter ou à nous faire confiance pour le stratégique, le tactique, le tactical, s'ils sont pas prêts, on va pas bosser avec eux parce que c'est tellement particulier ici que le bricolage, ça marche pas. On parle de la Chine. Il faut mettre les moyens, quoi. Voilà, faut écouter pour mettre en place la bonne stratégie et voir que c'est un énorme marché où il faut investir de la conséquente pour y arriver, quoi. Se donner les moyens. Premièrement, faut y mettre les moyens, ça c'est une certitude. Il faut pas jouer. On parle d'un très gros marché, on parle pas d'un petit marché. Mais deuxièmement, il est possible de faire des choses aussi avec des moyens raisonnables, des petits moyens, c'est possible. Mais par contre, c'est du fine tuning. Dans ce cas-là, faut écouter parce que si on le fait avec des moyens très raisonnables et on le fait parce qu'on y croit vraiment, des produits qui peuvent vraiment très bien fonctionner ici. Mais j'en ai vu tellement prendre des tartes à la crème, hein, j'en ai vu tellement prendre le mur ici, se planter parce que ils ont très mal compris, très mal analysé tous les paramètres chinois. Bon, soit du e-commerce, soit des paramètres de société. Parce qu'il y a il y a beaucoup de cariotypes ici, il y a beaucoup de CSP, il n'y a pas CSP+, CSP- et tout, ça n'a rien à voir. Donc les cariotypes sont tellement larges, les scopes de segmentation de population sont très très différents, même sur des villes voisines. Shenzhen, la population des 16-19 ans n'a absolument rien à voir avec la population des cantonais de 16-19 ans. Donc par rapport à différentes villes, ça change, par rapport aux second tier cities, etc. Il y a plein de variations. Donc les interprétations aussi sont... il y en a, ils ont la data, mais ils n'ont pas la bonne data, ou alors ils l'ont mal interprétée. Donc ils me disent, ouais, non, mais on sait, on a fait une étude, regardez. Je dis, ouais, mais oui, mais non. Donc ils ont le droit d'avoir... J'ai le droit d'avoir tort aussi, peut-être, parfois, hein, c'est pas raison sur tout. Mais bon, jusqu'alors, je préfère je préfère être sûr de. Nous, on bosse de manière très collégiale. Là, je vois,
On est 49 au bureau, là, ici. On a beaucoup de femmes, beaucoup de filles. La quasi-totalité des collaborateurs, des collègues sont féminins. Et on passe énormément de temps à échanger. C'est très collégial, à échanger, à partager, pour voir quelles vont être nos stratégies et comment. Parce qu'il faut prendre du temps en Chine. Voilà, c'est un jeu de patience. Je dis, c'est un autre game. Donc ça, c'est le game patience où il faut vraiment, vraiment prendre le temps d'écouter, de partager, de croiser pour bien comprendre les différentes interprétations, vous voyez. Parce que si on prend pas le temps de faire ça, on n'a aucune chance de bien comprendre tout ce qu'il faut comprendre. Parce que on va pas comprendre en 5 minutes. On me le disait ce matin sur le Japon. Faire preuve de patience aussi au Japon. Donc ça se rejoint assez bien. Mais tu devances ma dernière question. Là, le temps passe, mais malheureusement, il va falloir arriver à la conclusion de cet épisode. Donc peut-être que c'est le début de ta réponse, la patience. Mais est-ce que tu as une astuce à partager avec les auditeurs pour hacker la Chine? Est-ce que tu peux synthétiser tes presque 20 ans d'expérience? Oui, il y a alors c'est mieux, ça se passe mieux si on a une femme chinoise. Moi, j'ai marié une femme chinoise cantonaise, donc ça c'est certain, il n'y a pas de doute là-dessus parce que ça permet de mieux comprendre, etc. Et puis il faut faire attention. Il faut faire du business comme les Chinois, quoi. On en parlait avec Fabien Marais de Monbento qui, en rigolant, disait que sa femme chinoise lui avait permis de réussir sur Tmall en Chine, mais on disait donc les Chinois font du business en famille, donc de se marier avec un Chinois quelque part, il y a une logique, ce n'est pas qu'une boutade. Oui, non, c'est important. Et puis, j'allais dire, il faut essayer de bien comprendre les traditions. Il faut passer beaucoup, beaucoup de temps avec les Chinois. Ça, c'est vraiment, bon, ça va sans le dire, mais il faut vraiment, il y a tellement de traditions, une culture chinoise tellement forte, c'est imbriqué c'est intrinsèque dans leur tronche, dans leur tête depuis 4000, 5000 ans. Il y a tellement de choses à comprendre, liées au taoïsme, liées au confucianisme, liées à leur histoire. Donc ça, il faut passer du temps. Faut pas plaisanter là-dessus. Faut prendre des bouquins et les lire et les relire encore. Si possible, des bouquins liés à l'histoire chinoise quand même, principalement, parce qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sont écrits sur la Chine qui sont quand même très, très passables. Est-ce que tu as quelques livres ou auteurs que tu as envie de citer, qu'on pourra mettre dans les descriptions peut-être? Oui, non, j'en ai plein, mais on verra. Tu me les renverras après si ça te vient à l'esprit, pas de souci. Mais voilà, faut bien comprendre, faut passer du temps. Et puis après, voilà, il y a des logiques, il y a des logiques d'agilité, de curiosité. Faut être tout le temps un petit peu se remettre en question. Faut toujours essayer donc non, mais c'est très codé, donc faut avoir envie de jouer. C'est la Chine, c'est un jeu permanent. La change est en permanence. À la fois elle change, à la fois elle ne change pas, elle ne changera pas, mais à la fois elle change tout le temps. Donc, vous voyez, c'est plein de yin et yang, c'est plein de oui et non, donc c'est ça qui est pas facile pour nous parce que c'est tout et son contraire. Et puis, il faut réussir à être aussi dans des logiques je dis ça l'autre jour à un copain chinois, un peu de ludo-tenman, vous voyez, être un petit peu ludique. Les Chinois adorent être les farces, ils sont pleins d'humour, ils sont très joueurs, ils aiment les histoires, ils aiment le storytelling justement, ils sont assez fascinants et il faut avoir envie aussi de jouer ce jeu-là, d'être ludique avec eux, comme quand avant il y avait les karaokés, etc. Il faut chanter entre eux, ils sont finalement faut avoir envie aussi de partager et d'être dans un mode très chinois et très asiatique. C'est pas toujours facile de glisser de l'autre côté de la barrière, d'être dans un monde. On est un peu dans un monde parallèle ici, hein. Donc il faut faut se mettre en condition, faut faire des abdos, faut faire des steps, parce que on rentre pas non plus tout de suite comme ça dans l'univers chinois. C'est un univers assez incroyable, et donc il faut avoir envie de jouer le jeu, quoi. Ça se fait pas en 5 minutes. Mais c'est fascinant. Moi, je conseille à tout le monde. Je trouve que la Chine est finalement, c'est un soft power qui est en train de devenir assez incroyable, hein. La Chine. Mais je trouve que c'est dommage parce que souvent, il y a on a une assez mauvaise compréhension, une assez mauvaise interprétation de la Chine ou du monde chinois. Je trouve que c'est pas toujours bien. Elle a ses défauts, la Chine, attention, mais elle a aussi pas mal de qualités. Et je trouve qu'on devrait aussi essayer de parfois un peu mieux voir ou mieux comprendre, essayer de mieux. On a souvent, on a un avis, on a surtout un avis, on a un avis sur tout, mais on a surtout un avis. Et malheureusement, il y a plein de choses encore. Encore plein de choses à comprendre de la Chine. Il y a plein de choses qu'on a à comprendre de la Chine qui peuvent aussi nous faire grandir ou qui peuvent aussi nous permettre de mieux comprendre
Voilà. On comprend mieux la France, son propre pays, quand on vit dans un pays entre guillemets un peu exotique, différent comme la Chine. Ça, c'est tout à fait juste. Très bien, Fabien, je te remercie pour tout ça, quoi. T'as eu un parcours passionnant et j'ai l'impression que ce n'est que le début pour faire des épisodes régulièrement pour que tu nous racontes tes nouvelles activités, vu que c'est Non, foisonnant. merci à toi parce que ton podcast, il est très sympa. J'ai écouté plein je crois que je les ai tous écoutés, à part un ou deux. J'en connais quelques-uns. J'ai des copains là qui ont fait des podcasts. C'est super. Et puis, non, c'est passionnant parce qu'il y a plein d'avis très intéressants. Il y a plein de choses très différentes. Je trouve que c'est très, très bien. Je suis pas d'accord avec tout le monde et bon, j'ai des avis un peu différents, tout ça. Mais dans l'ensemble, je trouve ça très, très bien. C'est une bonne initiative là et il faut continuer. Non, c'est top. Non, merci à toi. Est-ce que tu as envie de partager peut-être une présence dans les réseaux sociaux, une manière de contacter? Oui, bah, sur mon LinkedIn, Fabien Pacori, et puis D'accord. sur mon WeChat, P-A-C-O-R-Y, Fabien Pacori. Ou sur mon LinkedIn. WeChat, Ouais. c'est Fabien PRD, dans le même mot, donc tout attaché, Fabien PRD, PRD comme Pearl over Delta, voilà, comme le delta de l'arrière des pins. Donc, D'accord. et n'hésitez pas, moi je suis alors juste une petite phrase encore très rapidement, mais j'en ai pas parlé, mais je fais partie du board de la Chambre de commerce et française en Chine et qui est très utile à plein de Français s'ils veulent venir faire des choses en Chine, parce que c'est un passage pour aussi bien aider les Français ici à se développer dans leurs affaires, etc. Avec un bon réseau d'entrepreneurs, etc. Je suis aussi également conseiller du commerce extérieur de la France en Chine, donc depuis quelques temps maintenant. Et donc moi je suis prêt, voilà, s'il y a des questions et s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, je suis assez disponible en général pour essayer de les aider ou les orienter au mieux. Les orienter au mieux, voilà, sur leur logique chinoise. Ça, en tout cas, voilà, je suis assez disponible pour ça. Les grands patrons chinois nous apprennent à toujours être disponibles, être à l'écoute. Alors, j'ai pas la prétention d'être un grand patron de quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'être disponible. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. C'est bien noté. Merci beaucoup, Fabien. Salut. À très bientôt. Merci, au revoir. Cet épisode de Sésamazie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!